Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Ce débat pour l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Pour cette émission, la rédaction de TV Fil 78 a convié en plateau Didier Béchère, le coordinateur du mouvement En Marche dans les Yvelines, et François Simeoni, le président départemental du Front National. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Deux thématiques au programme ce soir pour connaître les idées de votre candidat respectif sur les collectivités territoriales et les banlieues. Mais pour débuter ce débat, je vous propose, messieurs, d'écouter chacun à votre tour un habitant de Saint-Quentin en Yvelines qui vous pose directement une question. Première interrogation pour vous, François Simeoni. Didier Béchère, vous pourrez réagir ensuite. Qu'est-ce qu'il compte faire pour les toutes petites entreprises, les entreprises qui emploient localement, qui diffusent localement et qui essayent de survivre, que ce soit au niveau agricole ou au niveau industriel ou commercial? Alors, la réponse à cette interrogation sur cette problématique locale, je crois savoir que le Front National va principalement agir sur les charges, c'est ça, sociales des TPE, des PME. Et ça fait partie des 10 mesures prioritaires que Marine prendra une fois arrivée à l'Élysée. Elle compte abaisser les charges en transférant le CICE, les 50 milliards, sur les petites et moyennes entreprises, afin de procéder donc à cette diminution des charges essentielles, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui tue la vitalité de ces entreprises qui sont véritablement mines d'emploi très importantes en France. Didier Béchère, En Marche aussi, veut agir sur le coût du travail. Vous proposez aussi, de votre côté, de baisser les charges des entreprises. Oui, il y a à la fois les charges pour les salariés, parce qu'il faut aussi que les salariés puissent gagner du pouvoir d'achat dans cette histoire, et la baisse des charges pour l'ensemble des entreprises. Donc c'est la pérennisation du CICE qui est transformée en baisse de charges. La question, elle était sur les petites entreprises. Moi, je pense aux commerçants, aux artisans également. Et la vraie nouveauté avec Emmanuel Macron, c'est qu'on va avoir le chômage universel. Donc la liberté, l'énergie d'entreprendre va être très présente. Parce qu'aujourd'hui, les artisans, les commerçants, par exemple, ou les indépendants qui sont seuls dans une toute petite entreprise, n'avaient pas cette sécurité du chômage. Ils l'auront avec Emmanuel Macron. On passe à la question désormais qui vous est destinée. Puis François Simeoni, vous pourrez réagir aussi. Alors, Monsieur Macron, comment comptez-vous améliorer le sort de ceux qui ont le SMIC pour vivre et de ceux qui n'ont même pas le SMIC pour vivre ? Alors évidemment, vous n'êtes pas Emmanuel Macron, mais vous êtes son représentant local. Mais pour les personnes les plus fragiles financièrement, qu'est-ce que le candidat En Marche espère faire s'il est élu, évidemment? Alors, sur les baisses de charges, c'est un très bon exemple, puisqu'on s'est basé essentiellement sur les rémunérations au niveau du SMIC. L'équivalent, alors le cumul de l'arrêt des cotisations maladie plus l'arrêt des cotisations chômage, qui seront supprimées des cotisations des fiches de paye des salariés, plus l'augmentation de la prime pour l'emploi, fait l'équivalent d'un 13e mois pour l'ensemble des salariés au niveau du SMIC. Donc il y a un gain de pouvoir d'achat, c'est à peu près un peu plus de 100 € par mois, qui concerneront ces salariés. Donc il y a vraiment un focus qui est fait sur le pouvoir d'achat des salariés avec une rémunération la plus basse. François Simeoni, pour le Front National, c'est une thématique souvent mise en avant par Marine Le Pen dans sa campagne. Parce qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux plus faibles, et notamment aux retraités. Je suis surpris que vous n'ayez pas parlé de l'augmentation de la CSG que vous leur réservez. Nous, c'est directement une baisse de 10% des 3 premières tranches d'impôt sur le revenu. Si la personne qui posait la question est veuve, pour les veufs et les veuves, on a un rétablissement de la demi-part automatiquement, une défiscalisation des heures supplémentaires et une baisse immédiate de 5% des tarifs régulés d'énergie et de gaz. Vous vouliez peut-être réagir sur la CSG ou on passe tout de suite, puisque vous êtes, on va jeter un coup d'œil pour le chronomètre. Vous êtes en avance pour En Marche, je crois savoir, une 0,7 pour En Marche et pour le Front National. Et 1 minute 01 pour le Front National. Voilà, les chronomètres s'affichent à l'instant, donc vous êtes sur un temps éparti. Est-ce que vous voulez répondre à ça tout de suite ou sur la CSG? De l'assiette de la CSG, effectivement, sauf pour les retraités avec une retraite les plus faibles, puisque 40% des retraités ne seront pas concernés par ça. J'ajoute quand même 80. La retraite moyenne, c'est 1 600 €, donc c'est jusqu'à 1 300 € de retraite qui ne seront pas concernés par l'élargissement de la CSG. J'ajoute, on a quand même aussi 80% des habitants
On a des Françaises et des Français qui ne payeront plus la taxe d'habitation, donc ça aussi c'est On du pouvoir d'achat. va en parler justement puisque notre première thématique concerne les collectivités territoriales. Le quinquennat de François Hollande a été marqué, on le sait, par la réduction du nombre de régions de 22 à 13, des régions qui ne trouvent aucune grâce aux yeux du Front National. Marine Le Pen veut passer à 3 échelons, les communes, les départements et l'État. Donc concrètement, si Marine Le Pen est élue, fini les régions et fini les intercommunalités? Alors rétablissons la vraie proposition de Marine à ce sujet. Il ne s'agit pas de supprimer les régions. Les régions sont essentielles. Il s'agit de supprimer le niveau administratif correspondant au conseil régional. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu pléthore de niveaux d'administration qui ont été créés, comme les communautés d'agglomération, comme les conseils régionaux. Et nous proposons uniquement 3 niveaux d'administration, la commune, le département et l'État. Pour des raisons simples, des raisons tout simplement de simplification administrative, parce qu'on a vu, nous siégeons dans les collectivités territoriales avec M. Bécher, et on sait très bien la complexité de transfert de compétences entre la commune, la communauté d'agglomération. Enfin, on fait travailler des fonctionnaires territoriaux pendant des heures et des heures pour des calculs bien complexes, pour pas grand-chose. Donc, pour des raisons de simplification, on supprime les communautés d'agglomération, pour des raisons de proximité aussi, parce que les gens ont bien évidemment un contact beaucoup plus simple avec le maire qu'avec la communauté d'agglomération, et bien sûr pour des raisons d'économie, parce que ça fait aussi pléthore d'indemnités aux élus dont on pourrait franchement se passer. Ce qui veut dire que concrètement, Saint-Quentin-en-Yvelines, tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisque c'est le territoire sur lequel on travaille, ATV Fil 78 va être amené à disparaître? Ou en tout cas à perdre de ses pouvoirs? La communauté d'agglomération, donc telle, va effectivement ne plus exister, et on va redonner aux communes les compétences qu'elles avaient, un transfert de compétences à la fois vers les communes et vers le département, ce qui, somme toute, vous savez, ce qu'on dit souvent pour les communautés d'agglomération, et ce que j'ai souvent l'occasion de dire à la communauté de Versailles-Grand Parc où je siège, à part gérer le conservatoire de musique, les pistes cyclables et la distribution de poules, la communauté de Versailles-Grand Parc ne fait pas grand-chose. Didier Bécher, Emmanuel Macron est un petit peu moins, on va dire, radical dans ses propositions. Il propose, lui, de réduire de 25% le nombre de départements d'ici 2022. Est-ce qu'on sait déjà les départements qui vont être amenés à disparaître d'ici là? Non, le sujet, il est de quel territoire on parle. Et Emmanuel Macron est très clair quand il dit l'échelon du département est extrêmement important. Plus on s'approche de la ruralité, qu'on va être loin de territoires plus compacts. C'est intéressant cet exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles-Grand-Parc, parce que finalement, on voit là un territoire, j'ai envie de dire, comme Saint-Quentin, qui est historique et qui est abouti, et un territoire comme Versailles-Grand-Parc, qui est finalement assez jeune, et comme le dit M. Simeoni, qui peut-être aujourd'hui se cherche encore et ne va pas au bout de sa volonté politique. Ne va peut-être pas au bout de sa volonté politique parce qu'il n'y a pas de volonté politique de développer Versailles-Grand-Parc. Moi, je vois Saint-Quentin-en-Yvelines, j'y ai habité très longtemps avant d'habiter Versailles. Il y a réellement de la mise en commun d'équipements, il y a réellement de la mise en commun sur les transports. Donc je pense que pour les familles de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a un gain extrêmement intéressant en termes de cohérence de territoire d'être sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et sur ces départements, ces 25%, comment sera fait le choix? Ce sera la volonté des politiques. Je pense que si vous regardez la région parisienne, entre le dispositif de la région Île-de-France et les départements qui sont limitrophes, qui appartiennent à la région Île-de-France, il y a probablement des choses qui se superposent et qui ne sont pas très efficaces. Alors dans le programme En Marche, vous souhaitez également donner au préfet la capacité d'adapter l'organisation des services de l'État aux besoins de chaque région et département. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus sur quelle problématique ça va répondre? L'idée, c'est d'aller au bout de la décentralisation qui s'est un petit peu arrêtée quelque part il y a quelques années. On voit bien que ce qui marche, c'est ce qui est au plus proche des territoires. Et quand on dit redonner du pouvoir aux collectivités locales et redonner du pouvoir aux préfets, c'est quand il y a de l'expérimentation et quand il y a des choses qui fonctionnent sur un territoire, leur donner l'opportunité de le mettre en place. Ne pas attendre tout de l'État, qui souvent est très très loin des préoccupations quotidiennes des Français sur ces territoires. Au Front National, vous souhaitez renforcer précisément le rôle des maires, des petites et moyennes communes. C'est pour répondre là aussi à une problématique de distance entre le citoyen et ses élus? Tout à fait, pour des raisons bien simples de proximité. Et à mon avis, la fusion des départements telle qu'elle est prévue actuellement, qui est initiée d'ailleurs sur les Yvelines, entre les Yvelines et 92 par M. Pierre Bédier et M. Devedjian, qui travaillent depuis longtemps, arrive à des communautés d'agglomération qui n'ont plus de sens, qui sont gigantesques, où bien évidemment les personnes n'auront plus de contact.
avec l'essentiel, qui est le contact direct avec son maire. Déjà, c'est relativement difficile déjà dans les grandes communes, mais ça va complètement disparaître. Moi, je voudrais revenir sur la pseudo-économie de la suppression de la taxe d'habitation. Mais ça, c'est un... Alors, ça serait 80% des Français d'ici 2020-2022 qui seraient exonérés de la taxe d'habitation. Sachant que 40% sont déjà exonérés aujourd'hui. Sachant que 40% sont déjà exonérés. Pour nous, c'est une véritable supercherie, dans le sens où on sait très bien que les taxes d'habitation sont touchées par les communes. Ces communes ont été déjà fortement touchées par la baisse des dotations de l'État sous le gouvernement socialiste. Elles ont eu du mal à compenser cette baisse. Donc si on leur enlève les taxes d'habitation, elles vont bien évidemment trouver un autre moyen pour être financées. Sinon, c'est la mort des communes. Alors, vous avez un peu de temps d'avance sur le temps de parole. Vous souhaitez peut-être répondre à cette interrogation mise en avant sur la taxe d'habitation. Moins d'argent pour les communes, c'est évalué à 10 milliards d'euros, je crois. Non, mais c'est pas moins d'argent pour les communes. C'est-à-dire que l'engagement, il est très clair. C'est que pour les contribuables, il n'y a plus cette taxe et donc c'est du pouvoir d'achat pour eux. L'État garantit intégralement le fonds qui est donné aux communes. Il n'est pas question d'aller diminuer d'autant le budget des communes. Mais monsieur Bécher, c'est pas cher, alors c'est l'État qui paye. C'est ce que vous dites, en fait. Ça dépend des économies que nous ferons ailleurs. Je vous rappelle que notre projet global, il y a 50 milliards d'économies. Un sujet, en tout cas, qui inquiète, pour continuer dans ce débat, qui inquiète beaucoup les élus et qui joue à la hausse parfois sur les impôts locaux, c'est la baisse des dotations globales de financement. Elles ont fortement chuté depuis 2014. Pour y remédier, par exemple, on prend un exemple, le département des Yvelines a augmenté l'an passé de 66% sa taxe foncière. Emmanuel Macron va demander un nouvel effort de 10 milliards d'euros sur 5 ans aux collectivités territoriales. Vous estimez qu'elles peuvent encore le faire aujourd'hui? Tout dépend du plan de transformation qu'on leur propose. Aujourd'hui, on dit les services publics, ils doivent évoluer, ils doivent être au plus près des Français. Si on veut poursuivre la numérisation des services publics, beaucoup d'actions peuvent être faites grâce à la numérisation. Le plan de numérisation du service public, aujourd'hui, il n'est pas abouti. Donc évidemment, il ne s'agit pas de baisser pour baisser. Il y a des arbitrages, je dois dire, sur le département qui ont été faits plus de manière un peu violente, sans regarder exactement de quoi il allait être question et quelles allaient être les conséquences. On n'est pas du tout dans cette approche-là. On a dit une baisse associée à un plan de transformation des communes qui seront accompagnés. Emmanuel Macron a d'ailleurs précisé qu'il y aurait une conférence tous les 6 mois entre le Premier ministre et les différents représentants des communes pour pouvoir évaluer l'avancement de ce plan de transformation. Donc on ne lâche pas les communes comme ça. François Simoni, pour conclure sur cette première thématique, quel est le point de vue du Front National sur les efforts encore éventuellement demandés aux collectivités territoriales? Vous allez en demander plus aussi? Non, je pense que c'est très simple. 30 secondes. Si on reste sur cette logique, si on reste sur leur logique, il n'y a qu'une seule solution, c'est déréguler, c'est-à-dire supprimer les fonctionnaires, d'une part, et d'autre part, augmenter les impôts. Ils n'ont pas d'autre possibilité. Et donc, le Front National? Nous avons d'autres solutions, parce que nous remettons en cause ce qui est leur fondement, et on peut, en remettant en cause les fondamentaux, changer complètement de politique. Un point sur vos temps de parole respectifs avant de basculer sur notre deuxième thématique. François Simeoni, on le voit à l'écran, vous êtes à 4 minutes 15. Et Didier Bécher, vous êtes à 3 minutes 52, donc un petit peu de retard. On va du coup débuter avec vous et cette nouvelle thématique, les quartiers populaires, généralement les plus fragiles, là où le chômage et la pauvreté sont les plus importants. Ce sont ces quartiers qui expriment le plus de besoins. Quelles sont les priorités d'Emmanuel Macron pour ces quartiers populaires, alors qu'on sait que les problèmes touchent évidemment l'emploi, l'éducation, l'accès à la santé, au logement, au transport. Quelles sont les priorités pour Emmanuel Macron? Alors tous ces sujets, donc c'est vrai que ça va être compliqué en 30 secondes de résumer, mais je pense que si on prend une mesure emblématique, il y a par exemple la création des emplois francs. C'est-à-dire qu'on a essayé pendant des années d'accompagner les entreprises pour qu'elles aillent s'installer dans les quartiers dits difficiles. Ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on dit? On va inverser la vapeur et on va proposer entre entreprises qui embaucheraient des salariés qui habitent ces quartiers dits difficiles, de leur proposer une prime d'accompagnement. 15 000 € sur 3 ans quand on embauche quelqu'un en CDI, c'est l'équivalent de la suppression de la totalité des charges pour ces personnes-là. Donc voilà, donc c'est essayer de faire des choses qui n'ont pas existé. En matière de formation, c'est pareil, quand on regarde le budget qui est consacré à la formation, sur 100 € dépensés en formation, seulement 15 € va aux demandeurs d'emploi. Si l'emploi est difficile, l'accès à l'emploi est difficile dans ces quartiers, c'est aussi parce que l'orientation n'a pas été la bonne. On pourrait remonter sur l'éducation, il y a aussi des mesures dans ce domaine-là, mais
il faut réinvestir du budget de formation sur les demandeurs d'emploi pour les former vers les nouveaux métiers. Je remonte très rapidement vers l'éducation. Si on a eu des problématiques d'orientation à un moment donné, c'est parce qu'on a abandonné ce sujet-là au niveau de l'école. Et donc ça, on veut réinvestir le sujet de l'orientation comme une vraie matière d'enseignement à l'école, pour donner de la prédiction d'emploi correcte par les enseignants pour les élèves. Et puis n'oublions pas que tout en amont, on propose de ramener les classes de CP et de CE1 dans ces quartiers dits difficiles à seulement 12 élèves, parce que l'apprentissage du français et des mathématiques doit se faire correctement. Du coup, avec des embauches massives d'enseignants Oui, 12 000 enseignants qui seront affectés en priorité à ces fameuses classes CP, CE1 et aux quartiers difficiles. Donc 12 élèves maximum par enseignant. Quelle est la proposition du Front National sur cette thématique-là des quartiers populaires ? On sait que le Front National est souvent porté sur la thématique de la sécurité. C'est d'abord rétablir la sécurité dans ces quartiers-là, votre priorité, ou alors c'est autre chose ? Alors nous pensons qu'il n'existe qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et de vouloir faire de la discrimination positive, pour certains, c'est forcément faire de la discrimination négative pour d'autres. Donc ce n'est pas notre façon de voir les choses. Nous analysons en fait dans ces quartiers difficiles qu'on a laissé, que le système LRPS a laissé se détériorer depuis des années et des années, deux problèmes essentiels. Le chômage de masse et l'insécurité. Par ailleurs, nous sommes persuadés qu'il existe des forces vives dans ces quartiers et ces forces vives ne peuvent pas se développer parce qu'elles sont censurées par des problèmes liés à la vie de tous les jours, difficiles, liés à l'islamisme qui impose une certaine façon de se vêtir, une certaine façon de se comporter et qui est une pesanteur sur ces quartiers. Et c'est pour ça qu'il y aurait plus de chômage dans les quartiers populaires ? Alors, le chômage dans les quartiers populaires est une réalité, mais c'est une réalité nationale. Et pour sortir de cette réalité, encore une fois, il faut remettre en cause les fondamentaux qui sont ceux du système actuel, c'est-à-dire vouloir rester dans l'Union européenne avec tout ce que ça entraîne au niveau de notre perte de compétitivité. Mais il faut différencier ce qui est mesure immédiate de ce qui est mesure à long terme. Pour les mesures immédiates, pour redonner du pouvoir d'achat, comme je l'ai dit, on peut baisser les impôts de 10%, baisser le coût de l'électricité et du gaz réglementaire de 5%, enfin des mesures qui permettent de redonner du pouvoir d'achat à immédiat. Tous les Français, vous dites pas de politique spécifique à certaines zones, certains territoires en France ? Bien évidemment, nous reconnaissons que la communauté nationale, je tiens encore à rappeler l'article 3 des statuts du Front National qui dit que les Français sont égaux, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion. Vous parliez tout à l'heure d'éducation. Pour évoquer vous aussi votre programme peut-être sur l'éducation, même si là aussi il n'y a pas de décrochage particulier pour les quartiers populaires, vous proposez, vous, que 50% du temps à l'école primaire soit consacré uniquement à la pratique du français. Alors, nous considérons qu'effectivement, dans le primaire, il faut recentrer sur les fondamentaux, avec effectivement 50% réservé à l'enseignement du français, et le reste étant consacré essentiellement au calcul, afin que les élèves puissent sortir du primaire en connaissant bien les bases de la langue et du calcul. La proposition qui est faite par M. Bécher et son équipe de redonner... Vous parlez des 12 élèves maximum par classe CP. 12 élèves amènent de manière évidente un coût au niveau du recrutement des enseignants qui n'a pas pu être en place par Mme Vallaud-Belkacem, qui a largement contribué à la destruction du système éducatif en France. Nous pensons qu'il faut redonner une véritable école de la République avec des moyens, mais aussi avec une volonté de redonner à l'enseignant ses qualités d'enseignant, de formation et aussi de discipline. Je pense que c'est essentiel et redonner aux diplômes leur valeur. Didier Bécher, est-ce que vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit éventuellement ? Oui, on souhaite en tout cas réussir là où effectivement l'équipe précédente a échoué, parce qu'il est aussi question de remettre en place les classes bilingues, de remettre l'enseignement du latin en place pour qu'on ait ces fondamentaux de la langue française. Il est question aussi de laisser les maires se remettre autour de la table pour travailler sur les rythmes scolaires et ne pas avoir des positions dogmatiques.
Et aussi peut-être quelque part, ce que M. Simeoni oublie, c'est que dans le programme de Mme Le Pen, il y a la préférence nationale. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment on va faire la préférence nationale quand on est une entreprise pour recruter des gens. Quand on sait, vous savez, si on prend deux exemples extrêmes, hein, le bâtiment, les sociétés de conseil et de services que je connais bien, puisque je suis DRH d'une entreprise de ce secteur, on embauche des gens de toutes les nationalités. Pas juste parce qu'il n'y a pas de travailleurs français, parce qu'on a besoin de leurs compétences. Donc je ne vois pas comment on mettra en place cette préférence nationale, si ce n'est à faire du délit de faciès, et qui déclenchera la haine et probablement la guerre civile. Très rapidement, parce que vous êtes vraiment en avance, François Simeoni, vous souhaitiez réagir, puis on va passer à une dernière thématique. Oui, on sait très bien que les entreprises, notamment de bâtiments, profitent actuellement des travailleurs détachés. Si c'est ça, la dérégulation du monde de travail voulue par les socialistes, je ne vois pas où est la protection du travailleur français. Vous souhaitez... Oui, d'ailleurs, vous noterez qu'Emmanuel Macron a clairement parlé de ça le jour de la fête du travail, hein, c'était le 1er mai, bien entendu, où il a parlé qu'il faudrait regarder comment faire évoluer cette directive sur les travailleurs détachés, parce qu'elle est incompréhensible pour les Français. Donc on va s'y atteler, mais comme on va s'atteler aussi à être de nouveau le moteur de l'Europe. On va jeter peut-être un dernier coup d'œil sur les chronomètres si possible, ou sinon on fera un point dans quelques secondes là-dessus. Les chronomètres vont s'afficher justement à l'écran tout de suite. Donc 7 minutes 22 pour vous, François Simeoni, François National, et 6,32 pour Didier Bécher. Donc ça vous laisse une plus longue conclusion. On va commencer par vous, François Simeoni, sur cette abstention, dont on ne connaît forcément pas le taux à l'avance, mais qui risque d'être importante malheureusement sur ce qu'ont lancé pour l'instant. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne souhaitent pas forcément aller voter dimanche prochain ? Alors moi, je leur demande de s'engager. Forcément, assez rapidement. Voilà. Je parlerai des représentants de la gauche insoumise. Je leur demande d'aller voter contre le candidat de la finance, qui est pour la dérégulation du monde du travail, et notamment qui ne veut pas abroger la loi El Khomri. Et pour les électeurs de droite, je leur demande de s'engager aussi contre un gouvernement socialiste qui a, avec toutes ces dérives sociétales que l'on connaît, et l'augmentation des impôts qui va inévitablement arriver. Didier Bécher, pour la conclusion. Je précise que vous aviez ouvert ce débat, donc vous concluez pour de l'équité. Vous avez un peu plus de temps sur cette conclusion, sur l'abstention. Moi, je crois qu'on peut comprendre l'inquiétude des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, enfin des Yvelines de manière générale, face à cette élection. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Aujourd'hui, on est face à l'élection du président de la République qui va diriger la France pendant 5 ans. On n'est pas aux élections législatives. Et donc aujourd'hui, on a le choix entre le programme d'Emmanuel Macron, qui se veut un programme de rassemblement, d'ouverture, de replacer la France au cœur de l'Europe et de pilotage de l'Europe, d'avancer sur un certain nombre de thématiques, hein, comme le pouvoir d'achat pour les Français. Donc, laisser place ou laisser voter les autres, ça nous semble vraiment une idée extrêmement dangereuse. Donc, chacun doit voter dimanche en son âme et conscience. S'abstenir ou voter blanc, c'est faire le jeu de Marine Le Pen. Donc, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il faille faire maintenant. Alors, avant de vous dire au revoir, on va peut-être afficher les chronomètres une dernière fois pour peut-être constater que vous avez un peu de retard, Didier Bécher. Oui, voilà, quelques secondes que nous récupérons évidemment dans le reste de la semaine pour une question d'équité. C'est la fin de cette émission spéciale dédiée au débat local de l'entre-deux tours de la présidentielle. Merci à vous deux d'être venus en plateau. Didier Bécher pour En Marche et François Simeoni pour le Front National. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil 78, et n'oubliez pas que lundi prochain, la rédaction de TVFil vous propose une édition spéciale pour revenir sur les résultats du second tour et notamment sur le département des Yvelines. Bonne soirée à tous.